Sans plus tarder, effectivement, Croire au matin, c'est un très joli titre. Et c'est un livre autour, il y a beaucoup de choses, mais c'est un livre autour d'un homme, un rescapé d'Auschwitz dont on va parler, Charles Palan. Et 5 écrivains sont partis à sa rencontre. Elisabeth Bramy et Noël Châtelet qui sont ici présentes, mais il y a aussi Alexandre Jardin, Alice Zéniter et Mazarine Pinjot. On va commencer avec vous, Laurent Piolato, si vous le voulez bien, parce que vous êtes à l'origine du projet, donc il faudrait que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous avez voulu faire et quel sens vous avez voulu donner à cet ouvrage. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci de faire, à l'occasion d'une rencontre, revivre Charles Palan. Charles Palan qui est décédé en 2016 et que Noël Châtelet, Elisabeth Bramy, Alice Zéniter, Alexandre Jardin et Mazarine Pinjot ont rencontré en 2014. Et ces 5 écrivains de générations différentes ont eu un échange avec Charles Palan, non pas pour rapporter ce que lui-même disait, il le disait très bien, mais pour réfléchir ensemble, pour partager des sujets de préoccupation, des centres d'intérêt, que ce soit sur l'enfance, sur la parole, sur la transmission, avec cette expérience extraordinaire que lui a vécue. Il a effectivement passé 665 jours à Auschwitz, puisqu'à 21 ans, il a été déporté. C'est ce croisement de témoignages qui nous intéressait. Comment faire en sorte que par la littérature, ce qui a été dit, ce que Charles disait de son vivant, puisse perdurer. Et comment cette parole, nous pouvions, grâce à la force du texte, à la force de la littérature, l'entendre. Donc c'est pour ça que je suis très content qu'une telle manifestation ait lieu aujourd'hui, parce que c'est par la force de la littérature qu'aujourd'hui Charles peut vivre avec nous et avec vos témoignages. Et c'est un moment, il faut bien le dire aussi, où ceux qui ont vécu cette guerre de 39-45 et les survivants des camps sont de moins en moins nombreux. Donc c'est d'autant plus intéressant. Charles a disparu à l'âge de 93 ans. Donc effectivement, nous sommes dans un moment où nous sommes les témoins des témoins. C'est ce passage de relais que nous sommes en train de vivre. Comment ne pas oublier, comment faire en sorte que cette expérience tragique soit aussi au service de nos convictions et des combats qu'on doit mener aujourd'hui, puisqu'on le voit bien, ces combats sont encore d'actualité. Et dire aussi à la jeunesse, aux plus jeunes de la société, d'entre nous. En revenant des camps, Charles avait fait, comme tous ceux qui sont revenus, la promesse de ne pas oublier de témoigner pour ceux qui y sont restés. Donc il a consacré sa vie à témoigner et aller notamment dans les lycées pour dire aux jeunes que eux étaient son espoir. On lui demandait est-ce que vous croyez à l'au-delà, et Charles répondait oui, j'y crois parce que je crois en vous et vous êtes mon au-delà. C'était cette forme-là de conviction dans l'humanité qu'il avait. À son retour d'Auschwitz, Charles, en 1949, a participé à la fondation du MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme, pour l'amitié entre les peuples aujourd'hui. Donc ça a été toute sa vie une vie de combattant. Et il disait à la fin de sa vie, je suis un combattant ancien et pas un ancien combattant. Mais c'est une vie de combat, c'est une vie de témoignage. Et de militantisme, on va certainement y revenir. Moi, je voudrais que vous nous racontiez toutes les deux, évidemment, comment c'est passé. D'abord, quand l'avez-vous rencontré? Que saviez-vous de lui? L'aviez-vous déjà lu? Parce que lui-même avait déjà écrit pas mal de choses. Personnellement, je ne l'avais pas lu, mais j'avais entre les mains un très gros livre que nous devions lire avant de le rencontrer, qui était son histoire. Et puis par ailleurs, on m'avait conseillé vivement de regarder un petit court-métrage d'un tournage qui avait été fait au Plateau des Gruyères, où s'est rendu il n'y a pas très longtemps notre président, pour faire honneur aux résistants français. Et là, je l'ai vu parler. Et ça, c'était avant que je le rencontre. Je l'ai vu parler et j'ai découvert que c'était d'abord, surtout, un extraordinaire orateur. Et cet extraordinaire orateur, au lyrisme très particulier, à la présence exceptionnelle, avec une qualité d'émotion très particulière, m'a un petit peu fait penser à mon propre père.
qui était aussi un très grand orateur, qui savait raconter des histoires et qui était aussi d'une certaine manière un militant, puisqu'il a été un grand militant pacifiste pendant les années où c'était assez mal vu de l'être. Voilà. Et j'ai donc lu le livre que je devais lire en ayant déjà choisi le thème sur lequel je voulais l'interroger. Quel était ce thème? Et ce thème, c'était la parole. La parole à tous les sens du mot, parce que je me suis rendu compte que cet homme était parole. Et il l'était tellement qu'il l'a toujours été, parce que d'abord, quand il était enfant, il voulait être avocat. Et puis, il a vécu en tant qu'ouvrier maroquinier dans une famille très pauvre, et son père est mort quand il avait 12 ou 13 ans. Et ce petit garçon de 13 ans a dû remplacer son père, a dû parler à sa place. Et non seulement il a parlé à sa place dans sa propre famille, mais il a parlé à sa place dans son lieu de travail. Il est devenu, à 13 ans, le premier représentant syndical de la maroquinerie à Paris. Et il a fait son premier discours à 14 ans devant 3000 personnes. Donc, c'était quelqu'un pour qui la parole était absolument essentielle. Et je me suis dit, si cette parole a tant qu'à compter pour lui, c'est autour de ça que je vais, au fond, l'interroger pour savoir comment la parole l'a aidé à vivre Auschwitz, mais aussi à vivre après Auschwitz. Donc vous le voyez, vous le rencontrez, vous l'aimez déjà en fait. Oui, je l'aimais déjà d'une certaine manière. Et ce qui était formidable dans le projet de Laurent, c'est qu'on avait toute liberté d'être nous aussi très présents dans cet entretien. Je vous ai parlé de mon père, mais il y avait aussi plein de choses qui dans ce livre qui me bouleversaient personnellement et dont je me disais, il ne faut pas que ce soit une rencontre d'une femme qui fait la journaliste avec cet homme. C'est une rencontre de femme à homme, j'allais dire d'homme à homme, d'humain à humain, et une rencontre où moi aussi, je me suis exprimée sur beaucoup de choses qui me tenaient à cœur. Et ça a été beaucoup plus qu'un entretien, une interview. Ça a été vraiment une vraie rencontre, magnifique, je dois dire, très émouvante, qui a duré plusieurs heures et que nous avons reproduite après par téléphone à multiples reprises, et en particulier le lendemain des événements de Charlie Hebdo. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés dans sa propre maison. Et il avait eu la bonne idée de me faire du thé, comme s'il avait compris que c'était ma boisson préférée. Et surtout de mettre dans une petite assiette à côté du thé quelques petits carrés de chocolat. Voilà, ça commençait très bien. Homme de parole, avez-vous dit? Vous, je crois, on peut dire aussi femme de parole. Donc vous étiez fait pour vous entendre. Vous vous rencontrez et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'entamez pas une conversation? C'est comme si elle avait déjà commencé avant? Est-ce qu'il vous avait lu? Il avait lu vos livres? Vous lui avez pas demandé? Si, je pense qu'il avait lu La Dernière Leçon, qui est un livre que j'ai écrit sur la mort choisie de ma mère et autour duquel, moi aussi, à ma façon, je me suis engagée par la littérature à défendre une cause qui me paraît très importante, qui est la question du droit à mourir aujourd'hui, qui est ô combien présente et pas encore résolue dans ce pays. Et c'est vrai qu'il y avait, dans la manière dont j'ai approché Charles Palan, un côté militant, et qui a permis cette complicité aussi entre lui et moi. Comme vous dites, je suis effectivement peut-être une femme de parole. J'ai enseigné 37 ans de ma vie. J'ai aimé ce métier. J'aime l'idée que la transmission est absolument essentielle pour que l'humanité devienne de moins en moins ce qu'elle est, c'est-à-dire extrêmement en retard sur ce qu'elle devrait être. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que nous ne progressons pas assez vite dans l'humanité. Et je veux dire par là aussi que, par exemple, l'expérience d'Auschwitz aurait dû empêcher d'autres génocides, d'autres guerres, d'autres injustices, et qu'on se demande ce qu'il faut donner effectivement à lire, à savoir aux gens pour qu'ils retiennent la leçon
évidente d'une humanité nécessaire pour que nous restions en vie et fraternels. Voilà, donc cet homme, non seulement il a tenu parole, mais c'est un homme de parole. Et il y a eu quelque chose, un petit déclic aussi dans la manière dont il m'a raconté, par exemple, qu'il avait été sauvé de la mort quand il y a eu le tri entre ceux qui allaient être gazés et ceux qui n'allaient pas l'être dans les camps. Il a été sauvé, a fait une blague qui a fait rire le SS. Incroyable. Et je me suis dit, cette blague, c'est tout le talent évidemment de ce personnage, mais c'est quelqu'un qui sait ce que la parole a justement d'humain. C'est effectivement en tant que possédant la parole et étant capable de parler que nous sommes humains le plus possible. C'est ce que disait Aristote. Hein. Voilà, l'homme, cet homme de parole. Et je crois qu'il avait ça vraiment chevillé au corps, cette idée qu'il devait parler, il devait transmettre, il devait raconter et il devait parler aussi à la place de ceux qui ne pouvaient pas parler. Voilà, c'est-à-dire être aussi le porte-parole. Donc j'ai utilisé le mot parole dans toutes ses déclinaisons possibles à l'intérieur de mon texte. Et est-ce qu'au moment où il était dans le camp, est-ce que la parole ne lui a pas permis peut-être aussi de rester un homme, oui. C'est-à-dire de ne pas être déshumanisé, ce que voulait précisément le projet nazi? Et il y a une anecdote que j'ai envie de raconter. Je vous ai laissé de la place pour mes amis. Envie de raconter, c'est au moment où il est interné à Montluc, et où il va rester d'ailleurs des mois avant de partir effectivement à Auschwitz. Un jour, on jette sur les prisonniers des monceaux de salade. Et Charles Palan, qui avait 20 ans, s'est levé et a dit à ses camarades, nous allons laver cette salade. Parce que nous sommes des hommes et que nous ne sommes ni des lapins ni des chiens. Et il a obligé tout le monde à laver sa propre salade et à la manger en humain. Et en fait, cette obsession de l'humanité, je pense qu'elle l'a aidé à rester en vie, véritablement. Elisabeth Bramy, à vous de nous raconter comment s'est passée votre rencontre avec lui. Si, en principe, on devrait entendre parce que c'est ouvert. J'ai l'impression que tout a été dit. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu et comment vous avez vécu les choses? Je suis passée en première pour essuyer les plâtres, pour voir si l'idée collait. Vous êtes allée chez lui aussi? Parce que oui, dans son appartement, parce que je me souviens pas des petits chocolats, mais je me souviens du thé. Et je me souviens surtout d'une après-midi très intense où effectivement il ressemblait tout à fait au bouquin que j'avais lu de lui, mais où je n'attendais rien de particulier. En fait, je n'avais jamais entendu parler de lui, je ne savais pas qui il était. C'est grâce à Laurent que j'ai appris son existence. Disons qu'il faisait partie de la génération de gens que j'aurais dû connaître si j'avais eu de la famille. Mes parents étaient morts depuis longtemps et voilà qu'arrivait ce type de 90 ans, magnifique, le type, je dirais même sexy quoi, un super beau mec et surtout un orateur, alors je dirais même un tribun quoi, c'est un tribun, c'est-à-dire que il était, pour vous la faire très courte, il était dans le style de entre ici Jean Moulin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la grande classe de l'éloquence lyrique, comme tu dis, lyrique. Et alors, c'est par là que ça s'est pas passé comme je l'entendais. Pourquoi? Parce que justement, il était tellement bien dans ses baskets. Pourtant, il venait de perdre son frère. Mais il était tellement digne, tellement parfait, tellement image d'Épinal, tellement rodé dans sa parole d'orateur, de communiste, de tribun. Tout ça, ça m'a paru complètement
inauthentique. Voilà. C'était trop rodé pour moi. Il m'a fait un grand numéro de séduction qui n'a pas marché. Voilà. Ah, c'est intéressant. Bah oui, c'est pour ça que à chaque fois que complètement. Alors, c'est toujours très très curieux d'entendre. Bon, et en fait, pendant 2 heures et quart, j'ai posé quelques questions, mais on n'était pas là pour faire ni les journalistes, ni les historiens, ni rien du tout. On était censé écrire librement après une rencontre avec ce gars. Et au bout de 2 heures et quart, je me suis dit, bon, bah, c'est cuit, c'est pas grave, j'écrirai pas. Je dirais à Laurent, passe le micro à quelqu'un d'autre. On avait fait tous les deux la liste de tous les gens qui étaient susceptibles de venir dans ce projet. Il aurait pu d'ailleurs y en avoir d'autres. On rêvait d'en avoir 8, 9, et puis bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé après 2 heures et quart, c'est que j'ai eu envie de savoir qui était Charles Palland. Parce que je ne savais toujours pas qui il était. Il était dans une espèce de vitrine et il donnait à voir une image parfaite qui n'était pas ma tasse de thé du tout. Voilà. Et je n'entendais pas assez. Alors, il y a un élément qui est important, c'est qu'il a beaucoup parlé du communisme, de l'humanisme, de tous les ismes. Mais à quel moment il allait parler de juifs ? À quel moment il allait dire que le fait qu'il ait été juif avait compté dans son Auschwitz? Et moi, juive, j'avais du mal à supporter cette espèce de louvoiement très élégant, mais qui n'était pas pour moi. Voilà. Moi, j'avais envie de rencontrer un gars, non pas le gars du shtetl ukrainien, mais un gars de la génération qui aurait pu être l'âge de mon père, et du coup, avec un peu de quelque chose de vrai de ça. Et là, je lui ai posé la question de Palland, mais c'est quoi Palland? Vous me dites que c'est polonais, mais enfin, Palland, j'ai jamais entendu parler de Palland. C'est francisé, c'est quoi? C'est un faux nom? Bon, mes parents ont été sauvés par des faux papiers en Pologne pendant la guerre. Donc, la question de l'identité de son nom était capitale pour moi. Et Palland, il m'assure que c'est polonais. Bon, alors je fais semblant de le croire, je veux bien. Mais je lui dis, mais Charles, c'est quoi Charles? C'est pas Charles, c'est pas possible. Vous êtes né à Varsovie, enfin, c'est pas possible. Et là, il se passe la chose qu'il fallait qu'il se passe. Il me dit son vrai prénom, juif. Et même, petit à petit, en 2-3 phrases, il arrive à me reparler de sa mère et il prononce d'une façon très émue, mais très pudique. On était tous les deux de profil et c'était un moment avec une espèce de vibration dans l'air, parce que ça faisait sans doute des siècles qu'il n'avait pas parlé de ça, et prononcer le mot. Il dit le petit nom, le surnom que lui donnait, le diminutif en fait, de son prénom, que lui donnait sa mère, en ajoutant « mais elle ne le disait pas souvent ». Voilà. Là, on y était. Là, on était avec les morts, avec son enfance. Là, évidemment... Bon, moi, j'écris beaucoup en jeunesse. Ce qui m'intéresse dans l'être humain, c'est l'enfant. Parce que les adultes, j'en ai ras-le-bol. Et non, mais c'est vrai. Il n'y a rien à chercher chez l'adulte. Quand il fait le Charles Palland, bien amidonné et tout, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime chez l'adulte, c'est l'enfant. Donc, à partir de là, je découvre cet enfant et on parle du yiddish et on parle vrai. Voilà. Et je suis repartie chez moi en me disant, hop. Et m'est revenue sur le chemin cette idée... Vous n'avez pas appelé Laurent pour lui dire je le fais pas? Ben non, j'ai pas eu le temps de l'appeler pour lui dire je le fais pas, comme ça il s'est pas fait de bile, ça allait tout seul. J'ai demandé juste à Charles, parce que j'avais relu les Elie Wiesel, plein de trucs avant d'aller le voir, qu'est-ce que ça lui ferait s'il était le dernier survivant? C'est la question du dernier survivant. Il m'a dit en rigolant, je déteste l'idée d'être dernier. Je n'ai jamais été dernier en rien. Ah ouais. Bon. Et je lui ai dit, et même le dernier des justes? Non, rien du tout, rien du tout. Et on avait quand même certaines références littéraires ensemble, voilà. Et puis je suis sortie de là et je me suis rappelée du dernier des Mohicans. Et mon texte s'appelle L'avant-dernier des Mohicans. Alors évidemment, moi je suis très heureuse d'avoir écrit ce texte parce qu'il m'a ramené à des choses que j'aurais jamais écrites autrement,
comme Noël, qui a rencontré des choses formidables. On a brassé des choses qui sont de nous grâce à cette idée que la littérature pouvait faire transmettre, emmener les gens. Et c'est notre émotion de cette rencontre qu'on lit dans nos pages. Et quant à moi, ça m'a entraîné vers des choses qui m'ont beaucoup plu, mais sur la question du dernier. Or, ces derniers mois, malheureusement, Charles est mort avant de voir ce bouquin sortir, et ça m'énerve énormément parce qu'on aurait pu faire autrement. Si les éditeurs étaient moins mous, si les auteurs étaient à l'heure, il aurait vu ce bouquin. Voilà. Enfin bon, c'est ma façon de râler, mais il faut bien que je râle. Et ce que je veux dire simplement, c'est que on a vu mourir Simone Veil, dernièrement. On a vu mourir Marceline Loridan. Eh bien, ils nous manqueront toute notre vie, enfin moi, jusqu'à la fin, et ainsi de suite. On ne sait pas qui sera le dernier. Peut-être qu'il ne sera pas, on ne le saura même pas. Mais c'est un peu comme le dernier poilu, vous vous rappelez? Le dernier poilu. Bon, moi, j'ai rien à voir avec les poilus, mais j'étais bouleversée quand le dernier est mort. Bon, voilà. Donc, on essaye de faire péniblement quelque chose pour que les jeunes, comme disait, croyait-il, Charles, puissent... Mais regardez l'âge moyen de vous toutes, de vous tous et de nous tous. C'est vache, hein. Elle nous dit qu'on est trop vieux, c'est non, ça, hein. mais je suis aussi... Mais je me mets dans l'eau, je veux Non, dire. mais bien sûr. Est-ce qu'il y a un môme ici de 25 ans Non. que ça intéresse? Ils s'en foutent, comme de l'an 40, d'ailleurs. Voilà. Et c'est terrible. Je vais beaucoup dans les écoles, dans les lycées, partout. On ne m'a pas demandé encore cette année, puisqu'il est sorti depuis un an, d'intervenir dans un quelconque lycée. Or, j'interviens pour un roman que j'ai écrit où il y a de la Shoah dans l'air, parce que de temps en temps ça me prend, mais c'est très rare, qui s'appelle « Je renaîtrai de vos cendres », où d'ailleurs je fais venir Simone Veil dans un lycée, mais on n'a jamais pensé à me faire venir. Et c'est pas parce que c'est un bouquin collectif, c'est parce que ça n'intéresse personne. Et dans les salons, si on n'a pas un débat comme ça, il ne se passe rien avec ce bouquin. Et pourtant, les noms sur la couverture ne sont pas des noms de n'importe qui. Je ne parle pas de moi, mais quand même, voilà. Donc, c'est très inquiétant si on met ça en regard de ce qui est en train de se passer, de la montée, de la remontée de l'antisémitisme. C'est difficile de ne pas faire de corrélation entre tout ça. Voilà. J'essaye de ne pas être la parano juive de service, mais je m'inquiète. Parce que c'est un très bon bouquin, il est allé droit au but, il a tenu ses objectifs, que Kalman Levy n'est pas n'importe quel éditeur, que la couverture est magnifique, que les textes sont tous écrits avec les tripes. Et bon, et ben voilà. Et j'en sais rien. Noël Châtelet, vous vouliez dire quelque chose? Elle parle. Je sais pas, ça marche, oui. Elle parlait tu parlais de la littérature comme lieu idéal pour effectivement faire vivre et revivre quelqu'un qui autrement ne serait plus là d'une certaine façon. Et je crois que c'était aussi l'idée de Laurent. C'était pourquoi n'a-t-il pas demandé à des journalistes? Il aurait pu. Il a demandé à des écrivains. Ça voulait dire que nous allions faire avec cet homme un travail subjectif et volontairement subjectif. Et moi, je crois vraiment à la force de l'émotion inséparable de la littérature pour, en effet, aller dans les combats qui nous tiennent à cœur. Je crois que tu as parlé du personnage tout à l'heure, du personnage Charles Palland, en disant il était dans une posture, et moi je voulais savoir quelle était la personne derrière. Ben, nous aussi, nous sommes à la fois des personnages et des personnes. Et là, je ne sais pas si on parle en tant que personne ou personnage. J'espère qu'on parle des deux. Mais je crois très très fort au passage du personnage à la personne pour arriver effectivement au cœur de la vérité. Et je pense que si on n'avait pas été dans une démarche d'écrivain,
on ne serait jamais arrivé à dire de Charles Palland sa propre vérité à lui. Voilà. Je pense qu'il faut passer par le jeu pour arriver à l'universel. Et d'ailleurs, tous les grands écrivains nous l'ont appris. Le premier de tous qui nous l'a appris, c'est bien Jean-Jacques Rousseau avec les Confessions. Je voudrais juste encore vous poser la même question en fait à tous les trois, vous qui l'avez donc appréhendé. Comment est-ce qu'il a fait, parce que c'est très, très beau titre, hein, Croire au matin, il a cru au matin jusqu'à son dernier matin. Comment est-ce qu'il a fait pour ne jamais désespérer du genre humain presque en général, compte tenu de ce qu'il a vécu? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Je voudrais juste te dire que Croire au matin, c'est du Aragon. Oui, c'est Aragon, oui. Et que c'est Charles qui l'a emprunté pour le titre de son bouquin qu'il avait coécrit avec une jeune femme, d'ailleurs assez douée, qui s'appelait Je crois au matin. C'est ça. Et nous avons repiqué là. Maintenant, comment il a survécu? Mais comment, non pas survécu, mais comment est-ce qu'il il a a intérieurement, il n'est pas, il y a peut-être une partie de lui qui est un peu morte, je ne sais pas, mais il a gardé sa foi en l'homme. Oui, il l'a gardé et il disait qu'il la garderait toujours. Oui. Ça qui est extraordinaire. Il n'a jamais douté. Il a jamais douté de ça. Et il apporte. Tu es d'accord avec cette idée? Non, mais il avait une confiance absolue dans l'humanité. Il pensait que le combat était permanent et qu'il n'y avait pas de fatalité au mal, mais que c'était une vigilance de chaque instant. Le progrès de l'humanité, c'est un combat, c'est pas acquis. Donc il faut se battre. Et sa raison de vivre, c'était le combat. C'est cette façon d'avoir une vie de militant, en se disant je n'accepte pas ce qui nous est donné, je veux le mieux. Et demain, le mieux est possible. Voilà, donc c'est une conviction dans le progrès de l'humanité. Maintenant, après une belle leçon, on peut dire. Mais oui, après que les archaïsmes ressurgissent et que vous ayez la semaine dernière en Seine-Saint-Denis, qu'on poursuive des Roms parce qu'on croit qu'ils enlèvent des enfants, on a l'impression d'être en plein Moyen-Âge. Donc ça peut ressurgir à tout instant. Mais à nous d'être vigilants et puis à nous d'avoir cette exigence et cette confiance dans l'humanité. Je crois qu'on n'a pas le choix. Noël parlait de la parole. Hier, j'entendais un écrivain qui parlait des témoignages qu'il avait recueillis auprès d'immigrants. C'est la conviction, nous avons la conviction que la parole, c'est notre outil de combat. On ne versera pas dans la violence, on est convaincu que c'est par la parole, par la conviction, par le débat. Si on ne débat pas, oui, on se bat. Mais nous, on est des gens du débat. On n'a pas à abdiquer là-dessus. Si en ce moment, le débat, effectivement, oui, on en parle beaucoup. C'est une bonne chose. Débattons. Noël Châtelet, le mot de la fin peut-être? Oh, le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de fin. Du moins, j'espère. Et qu'il y a des personnages comme ça qui sont quand même, même s'ils sont un peu dans la posture, des flambeaux pour nous. Et qu'il faut les admirer comme tels. Et surtout, à notre modeste place, reprendre ce flambeau et le porter à nouveau jusqu'à ce que la lumière soit faite sur toute l'obscurité qui est en nous et l'inhumanité qui est en nous. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous lire juste une petite phrase qu'il avait donnée pour conclure sur le même ton. Hein. Il a dit « L'important quand on témoigne, ce n'est pas de parler de soi, c'est de nourrir l'intelligence des autres. » Voilà, je crois que c'est ça. Tout est dit, oui. Merci beaucoup.